Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Alors Céline, il y a un thème dont on n'a pas vraiment parlé en profondeur. On l'a abordé un peu dans beaucoup d'épisodes, notamment celui des amis retrouvés ou celui sur le collège ou sur le lycée, c'est que faire finalement des amis d'enfance avec lesquels on ne partage plus rien. Oui, en effet, c'est une question à laquelle on n'a pas répondu, qu'on n'a pas forcément ignorée. Je crois que toi comme moi, on l'avait un petit peu en tête, quand on a enregistré ces épisodes-là. On l'a parfois un peu touché du doigt, mais c'est vrai qu'il pourrait être intéressant d'essayer de trouver des éléments de réponse et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Moi, le premier cas de figure qui m'a sauté un peu à l'esprit et que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est, la situation qui, je pense, est assez répandue, qui est probablement celle qui paraît la plus problématique et qui est qu'en fait, parfois on a des amis d'enfance, d'adolescence qu'on retrouve régulièrement, un petit peu malgré nous. On se sent comme forcé de rester en contact avec eux pour une raison ou une autre. Par exemple, parce qu'on est géographiquement attaché à ces personnes-là. Là, je pense à la situation où, je sais pas, tu vas rendre visite à un de tes parents et puis en fait, pas loin de chez eux habite, une amie d'enfance à laquelle tu tiens plus forcément, avec laquelle tu as l'impression que, les choses se sont délitées, mais tu vas la croiser. Et puis il y a la situation aussi où on est encore attaché via d'autres personnes. Par exemple, on a des amis en commun ou des proches en commun, tu vois? Et je crois que c'est des situations quand même assez différentes les unes des autres. Oui, je pense que ce qui peut un peu peser dans cette constellation, c'est aussi le fait que si cette relation venait à finir, d'une manière ou d'une autre, ça aurait aussi peut-être des conséquences sur ces personnes-là. Par exemple, moi, je pense à la situation d'une amie qui elle-même a une amie d'enfance avec laquelle, justement, elle ne partage pas forcément autant de choses qu'auparavant, voire peut-être plus grand-chose, mais leurs parents, de fait, je pense qu'aujourd'hui, ils se parlent plus que elles deux, tu vois. D'une part parce qu'ils sont dans la même ville, parce que il me semble qu'ils font partie des mêmes associations, et puis ils habitent pas très loin. Enfin, tant de choses qui font que il y a un contact qui va plus loin que juste mon ami et son ami d'enfance. Tu vois, il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Donc, c'est aussi un peu ça qui nous force, tu vois, c'est de se dire, vu que nos parents, ils s'entendent super bien, ce serait super chelou si d'un coup, en fait, on se parlait plus trop, quoi. Ouais, je pense que ce qui doit être compliqué aussi dans cette situation, c'est que, c'est pas forcément évident d'expliquer à tes proches pourquoi tu as coupé contact. Si c'est «juste» entre guillemets que, tu avais le sentiment que ça t'apportait plus grand chose de papoter avec cette personne-là, tu arrivais plus à nourrir cette relation, c'est pas forcément facile à comprendre pour des proches qui restent, plus ou moins en contact avec, cette personne ou des proches. Enfin moi je crois que j'aurais peur en fait de l'image que ça renvoie de moi. Finalement, c'est presque pire qu'une rupture amoureuse, je trouve, parce que dans une rupture amoureuse, tes proches peuvent être déçus du fait que tu aies quitté ton ou ta partenaire quand ils étaient attachés, à ton ou ta partenaire. Mais, il y a toujours cet argument de: «Ben, je crois que je l'aimais plus», qui peut s'entendre et je suis pas sûre que beaucoup de gens soient prêts à entendre ça dans le cas d'une rupture amicale. Tu vois? Genre cette personne, en fait, je pense que je l'aime plus. Je vois pas pourquoi je devrais continuer à avoir une relation avec cette personne et je simplifie vraiment les choses, mais je crois que tu peux vite un peu passer pour la méchante quelque part, tu vois? Moi, je crois que ça me ferait un petit peu peur, vis-à-vis de ma famille, par exemple, comment elle prendrait les choses dans le cas de ton amie. Dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant, c'est je crois que je l'aime plus. Justement, je trouve que cette configuration des amis d'enfance avec lesquels on partage plus rien, c'est pas forcément dénué d'amour et d'amitié, tu vois? Il peut y avoir, «des restes» entre guillemets, ça sonne pas sexy dit comme ça, mais il peut y avoir encore de l'amour et de l'amitié, mais ça suffit pas nécessairement en fait à, pouvoir poursuivre la relation, si on a pris des chemins qui sont très différents et qu'on n'arrive plus à se retrouver sur certaines choses au quotidien, tu vois? Parce que, les souvenirs, c'est super, mais si on veut approfondir le truc, c'est peut-être pas mal d'avoir plus et je trouve que ça pose un peu la question de la loyauté
Parce que souvent, c'est un peu: «Mais on a partagé tant de choses et tout ce qu'on a partagé, ça a beaucoup de valeur et ça a beaucoup de poids». Mais jusqu'à quel point est-ce que le poids, entre guillemets, de toutes ces expériences communes partagées et passées, ça suffira pour poursuivre cette relation? Parce que, bah, justement, c'est un peu le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit: «Bon, bah, on a conscience que ça suffit pas trop, mais en même temps, on peut pas forcément on n'est pas forcément au stade de prendre une décision, de dire: "Bon, bah, en fait, j'arrête les frais", quoi». Moi, il y a un mot que tu utilises que je trouve, hyper important ici. Tu as parlé du poids des souvenirs. Je suis d'accord avec toi que ça peut être intéressant de se poser la question de, ben, est-ce que le poids de ces souvenirs-là suffit à justifier qu'on s'accroche, qu'on essaye toujours de nourrir cette relation? Mais, ce terme de poids, il peut aussi s'appliquer à la relation en elle-même. Et pour moi, à partir du moment où c'est la relation ou, le soin qu'on doit mettre dans cette relation en lui-même qui devient un poids, tu vois? Genre si cette relation commence à peser sur nous, alors, je pense qu'il peut être intéressant de faire quelque chose quand on est prêt à assumer, de devoir expliquer à nos proches que, bah, c'est pas évident ou à la personne elle-même que, ben, peut-être qu'on trouve plus trop notre compte dans cette relation et peut-être qu'il peut être intéressant aussi de discuter finalement de ce qu'on recherche, l'une et l'autre parce que si nous, pour nous, cette relation devient un poids, il est possible que pour l'autre personne qui est prise dans cette relation aussi, si ça se trouve, on continue de se voir juste par habitude et peut-être qu'en fait, cette habitude-là, elle intéresse plus grand monde et moi je pense à des amis avec lesquels on a convenu qu'on allait arrêter d'essayer à tout prix de répondre aux messages l'une de l'autre, de se mettre la pression, qu'on allait arrêter d'essayer à tout prix de se caler des moments pour s'appeler et pour se voir et qu'on allait surtout essayer d'effacer la culpabilité des moments où on fait passer d'autres personnes avant. Et du coup, je trouve que quand on se voit, ben, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus enrichissant parce qu'on sait que, parce qu'on sait qu'en fait on est toutes les 2 là parce qu'on en a envie et pas par habitude et pas parce qu'on s'accroche, à cette relation. Donc ouais, il y a peut-être la question de, bah, est-ce que cette relation, je vais voler ton mot, mais est-ce que cette relation nous encombre en fait et à quel point? Je trouve que encombrer, c'est vraiment un super mot pour cette situation dont on parle dans cet épisode parce que c'est là, tu sais pas trop quoi en faire, mais en même temps, tu as des difficultés à l'enlever. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment un bon choix de mots. Je pense aussi à cette situation où on a des liens avec la nouvelle vie, guillemets dans les airs encore une fois, de cette personne. Je pense à une situation qui est peut-être de niche, je sais pas, mais qui est assez précise quand même. C'est, le cas où, on a tissé des liens parfois un peu institutionnalisés avec les enfants de nos amis. Donc par exemple, quand une amie d'enfance, t'a fait marraine, d'un de ses enfants ou t'a déclaré, tata de cœur ou je ne sais quoi, tu vois? Et que, tu sais que tu as une place quelque part un peu officialisée dans la vie de cet enfant, mais que, ben, en fait, votre relation commence doucement à s'étioler, tu vois? Je sais pas si c'est un cas de figure qui te parle un peu ou pas du tout? C'est un cas de figure qui me parle beaucoup. Parce que je me suis presque retrouvée dans cette situation, dans une amitié où, mon amie m'a demandé, d'être, la marraine de son enfant, mais, notre relation, elle battait déjà un peu de l'aile. Enfin, je veux dire, je sentais que ça avait changé et qu'on n'avait pas retrouvé d'équilibre et que j'en voyais pas non plus à l'horizon. Et la perspective de, rajouter ce paramètre-là dans l'équation, ça représentait énormément de pression. J'avais vraiment l'impression que si jamais, je mettais un stop à la relation, ben, déjà, j'allais devoir emporter toute la responsabilité et qu'il y allait vraiment avoir de la déception associée, tu vois? De la part de mon ami, peut-être aussi de la part, de l'enfant quand il serait plus grand, de se dire: «Bah, ah bon, mais pourquoi j'ai pas de marraine?» «Bah, parce que ta marraine, en fait, tu vois, on n'est plus en contact avec elle». Cela dit, là, je dis ça, mais moi, c'est une phrase que j'entends beaucoup de d'amis. «Bah, ma marraine, mes parents, ils sont plus trop en contact avec elle» et je me dis pas: «Mais quelle personne horrible!» Donc je pense que ça a aussi à voir avec mon propre sentiment de culpabilité dans la vie. Mais, heu, ce côté un peu, ouais, déception et en même temps, c'est pas non plus une alternative de dire: «Bon, bah, je laisse le truc vivoter un petit peu et puis on va voir, comment ça se joue» parce que, bah, du coup, ça fait quand même beaucoup de pression et moi, j'aurais pas été à l'aise, en fait.
À chaque occurrence de trucs de marraine, où j'aurais pas pu, où j'aurais pas souhaité, où j'aurais loupé le coche pour m'investir, je me serais sentie pas à la hauteur. Hein. C'était vraiment une situation que j'avais pas besoin de m'infliger, en fait. J'aimerais souligner ce que tu dis sur la question du parrain, de la marraine présent / présente. Moi, personnellement, j'ai pas de relation avec ma marraine et tout va bien. C'est pas quelque chose qui manque à ma vie. Je peux comprendre que ça puisse manquer à la vie de quelqu'un. Moi, ça manque pas du tout à ma vie. On peut se construire comme ça. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui ont pas de parrain, marraine. La question, c'est plutôt que j'en ai une, mais on n'a pas de contact. Donc, c'est un petit peu différent, je pense. Je crois qu'il vaut mieux être un parrain ou une marraine absent qu'un parrain ou une marraine qui est en conflit avec les parents. Toi, tu as pu avoir l'occasion donc de refuser ce statut, mais si on est déjà dans cette situation où on est le parrain, la marraine d'un enfant et qu'on voit que là, on entre dans une situation de conflit avec le parent, je crois que peut-être qu'il vaut mieux faire un pas en arrière si c'est possible, même si parfois je comprends que ce soit pas possible. Mais la question qui se pose, ben, c'est quoi le pire du coup? Qu'est-ce que je veux pour ma relation? Qu'est-ce qui est possible, en fait? Et où est-ce que je prends sur moi? Et où est-ce que je force un peu pour être en bons termes, avec cette personne? Je pense aussi à la situation, par exemple, où on a des amis en commun avec la personne, notre amie d'enfance. Et ben, du coup, on peut arriver dans des soirées où on est toutes les deux là. Il y a plusieurs cas de figure, mais soit quand on se voit, bon, on est un peu indifférente, quoi, donc c'est pas un frein pour la soirée. Mais il y a aussi la situation où ça pourrit un peu la soirée parce que, par exemple, on en arrive à un stade où on a du mal à se supporter, où vraiment ça devient désagréable, en fait, de passer du temps avec cette personne-là. Dans ce cas-là, peut-être que ça peut être une bonne idée d'en parler aux proches en commun. Juste de dire: «Je suis plus forcément assez sur la même longueur d'onde que Bidulette pour passer du temps avec elle. Je préférais que on se voit sans elle». Ouais, moi j'ai connu ce cas de figure d'amis qui, en fait, n'arrivaient plus vraiment à apprécier le temps qu'elles passaient ensemble et une de ces 2 amies m'en a parlé. Donc j'étais le proche à qui on dit ça. Je sais pas si ça peut rassurer des personnes qui pourraient avoir envie d'en parler à leurs proches en commun. Mais par contre, ce que j'ai relevé dans cette situation, qui pareil, s'applique pas forcément à tout le monde, mais j'ai ressenti beaucoup de souffrance chez les 2 personnes concernées qui m'ont fait part du fait que, ben, elles pouvaient plus se blairer, en fait, pour dire les choses clairement. Tu sentais en fait moi je ressentais que, il y avait encore beaucoup d'amour, mais que juste si elles étaient là maintenant, rationnelles, elles n'avaient plus envie de passer du temps ensemble et ça rejoint un petit peu le thème de la loyauté que tu as abordé tout à l'heure. Cet amour qui est presque un amour pour ce qu'elles ont eu dans le passé, les forçait à se voir et à un moment, elles se rendent à l'évidence, ben non, on passe pas de bons moments ensemble et c'est douloureux, ça peut être douloureux, mais comme dans une rupture, romantique aussi, ben parfois on se rend compte que maintenant, c'est fini. Attention, je pars sur une comparaison métaphore, ça fait longtemps. Mais de la même manière que quand on a une série qu'on adore et qu'on se dit: «Ah, ils auraient dû s'arrêter avant de faire une 18e saison et que c'est tout pourri». Et ben, peut-être on peut se dire que s'obstiner, ça apporte pas toujours des bonnes choses et que, ben, c'est ce que tu dis, c'est que reconnaître que, bah, là, on a fait «notre temps» entre guillemets, ça peut être plus bénéfique que vraiment de se dire: «Non, mais parce qu'on s'aime tellement et qu'on a vécu tellement de choses, on s'accroche». Ouais et puis, en fait, le fait que ce soit terminé, je crois que ça n'enlève rien à ce qui a existé. C'est pas parce qu'une relation est terminée qu'elle n'a pas existé et qu'elle n'a pas eu d'importance. On en a déjà parlé dans notre épisode sur, les relations éphémères, mais qu'une relation dure, 3 jours, 3 mois ou 30 ans, c'est pas à ça, je pense, qu'on mesure son importance. Une relation très courte peut avoir un impact immense sur nos vies, en fait. Et je crois qu'il y a de ça aussi dans la reconnaissance de la fin d'une relation. Parfois, on n'a pas envie que ça se finisse, pas seulement parce qu'on s'aime, voilà, mais aussi parce que, ben, il y a peut-être un peu d'ego en jeu, tu vois? Les relations, c'est mieux quand ça dure. Oui, mais enfin, pas toutes les relations. Pour revenir sur la loyauté, puisqu'on vient d'en parler, c'est aussi un peu ce truc de, est-ce que on s'invite aux événements de vie, donc par exemple le mariage? Est-ce qu'on se voit à chaque fois qu'on est dans la ville de l'une ou de l'autre? Quelles sont nos limites en fait aujourd'hui?
basé sur ce qu'on a vécu ensemble. Est-ce qu'on doit se mettre la pression pour rester en contact? Ou juste, ben, c'est là et puis parfois on est à la même soirée, au même endroit, au même moment parce qu'on a des amis en contact. Ça oblige pas forcément à mettre beaucoup d'énergie, tu vois, ce type de lien-là, en fait. Tu es pas obligé de demander des nouvelles à des personnes que tu croises juste en soirée de temps en temps, enfin, sans couper nécessairement contact. Juste se dire: «Ben, cette personne-là, moi, j'apprécie de la voir de temps en temps, mais j'ai pas envie de devoir l'inviter, même si c'est pas toujours si simple. Parfois, on peut se sentir obligé aussi à cause des personnes en commun. Après, sans aller jusqu'à, on peut plus blairer, pour reprendre cette expression, on peut aussi être toujours volontiers en contact avec, notre ami d'enfance, mais regretter que la relation soit plus ce qu'elle a été, parce que, bah, forcément, on évolue et souvent, je pense qu'on se dit un peu: «Bah, ouais, je sais pas trop quoi en faire, ça m'encombre et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte?» Et je pense que c'est peut-être plus intéressant, on en a parlé, en off avant de démarrer l'épisode, que c'est peut-être plus intéressant de se poser la question de: «Pourquoi est-ce que c'est plus comme avant?» Ça peut amener une réflexion probablement plus riche de se demander ça, plutôt que se dire: «Qu'est-ce que ça m'apporte?» parce qu'on peut arriver vite à, pas grand-chose et puis avoir un peu le truc, sous une perspective qui est moins intéressante que se dire: «Ben, pourquoi c'est plus comme avant? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre nous et au sein de notre propre enfin, de nos propres personnes. On n'a pas le même temps, on n'a pas la même vie, on n'a peut-être plus les mêmes valeurs et je pense que prendre le temps de se poser sur tous ces aspects-là, ça peut déjà donner pas mal de clés de lecture. Puis ces 3 éléments-là, je pense que c'est souvent les 3 grandes réponses. On n'a plus le temps d'être en contact, on n'a plus du tout la même vie effectivement et puis on n'a plus du tout les mêmes valeurs. Je trouve que, quand tu prends le temps de les creuser, ben, tu vas peut-être trouver éventuellement des solutions pour nourrir à nouveau ce lien si tu en as envie ou te rendre compte que, ben, peut-être que ça vaut pas le coup. Tu vois, par exemple, sur la question des valeurs, on n'a plus les mêmes valeurs. En théorie, parce qu'on sait bien qu'en pratique, c'est une autre limonade, mais en théorie, c'est assez vite réglé comme question, tu vois? C'est-à-dire que, bah, on a fait tout un épisode sur, les amitiés et la politique. Quand tu pas les mêmes valeurs que ton ami et que ça commence à te bloquer, tu te dis: «C'est plus pareil qu'avant, en fait. Avant, quand on était petits, nos discussions étaient plus insouciantes. Maintenant, je suis toujours confrontée au fait qu'on ait des valeurs différentes l'une et l'autre». Je pense que là, on peut déjà juste se questionner sur, est-ce que ces valeurs qui sont différentes, pour moi, elles sont fondamentales et vraiment on a une incompatibilité, profonde, cette personne-là et moi et dans ce cas-là, ben, soit j'arrête de nourrir la relation et on verra ce que ça donne, soit j'annonce à l'autre que: «Je suis désolée, je peux pas te parler, alors que tu dis des choses qui, moi, m'offensent ou bien, sont contraires à mes libertés ou mon identité», tu vois? Dans cette idée de, ben, c'est plus pareil, notre relation n'est plus pareille. Si c'est une question de valeur, ce qui est quand même, je crois, assez souvent le cas, bah, je pense que c'est déjà une première piste et qu'après vient la question de, ben, du coup, est-ce que c'est OK que ce soit plus pareil qu'avant? Ou est-ce que vraiment on est trop attaché à ce qu'on avait avant et on peut pas dépasser ça? Ça nous rend trop triste de voir que notre relation a changé et dans ce cas-là, c'est quoi le pire? Arrêter ou continuer? Sachant que rien n'est complètement satisfaisant. Ce qu'on aurait voulu, c'est que ce soit pareil qu'avant, mais il y a une histoire d'acceptation aussi. Sur la question de pas le temps, c'est sûr qu'on a des journées, assez différentes et souvent assez bien remplies, mais il y a la question de: est-ce qu'on peut arriver à le prendre? Est-ce qu'on est prête? Là, je le genre au féminin, mais est-ce qu'on est prête à prendre le temps, à trouver du temps dans notre quotidien pour faire de la place pour cette relation? Sachant qu'on n'a pas forcément tous et toutes les mêmes composantes de notre journée, les mêmes contraintes. Donc il faut aussi être prêt à ou prête à entendre, ben, moi, j'aurais que très peu de temps à accorder et puis, bah, peut-être ça va pas être compatible, mais au moins chercher une solution, quoi. Et puis pour la question de c'est pas pareil qu'avant parce qu'on n'a pas la même vie et du coup on partage plus rien. Parfois c'est un peu un raccourci et je pense qu'il peut être intéressant de prendre le temps de se demander ce qu'on entend par, «on n'a pas la même vie» et quelles sont les conséquences réelles du fait de pas avoir la même vie que notre ami. Parce qu'effectivement, ben, c'est un risque avec, les amitiés qui durent,
parfois on se rend compte qu'on suit des chemins de vie qui sont complètement différents, voire, on a envie de dire, opposés. Mais en fait, parfois, je crois qu'il y a une grande histoire de projection. Parce que notre ami n'a pas la même vie que nous, on croit qu'on n'a plus rien à s'apporter, plus rien à se dire. Mais en fait, je crois que c'est pas nécessairement le cas. Moi, j'ai vu des amitiés qui se sont arrêtées pour cette raison. De toute façon, on partage plus rien, on n'a pas la même vie, pas les mêmes, désirs et cetera. Je pense qu'il y avait cette question aussi de: est-ce qu'elles s'intéressaient seulement encore à la vie l'une de l'autre? Si effectivement la personne, en face de toi a pas du tout la même vie que toi et que pour toi cette vie, tu es incapable d'y trouver le moindre intérêt, ben, peut-être que bon, il y a il y a plus trop de raisons de se parler. Mais si tu peux, je sais pas, t'intéresser encore juste à cette personne, lui poser des questions sur sa vie, bah, je pense qu'une relation, elle peut se nourrir aussi comme ça, en fait. Oui, je pense que l'intérêt qu'on peut montrer, à la vie de l'autre, c'est justement un très bon indicateur. Est-ce que je suis encore intéressée par ce qui se passe, de ton côté? Et souvent, ça peut être, assez révélateur de l'attachement qu'on a pour une personne et de se dire: «Ah bah oui, en fait, oui, ça m'intéresse toujours. Je suis très attachée à cette personne et j'ai envie qu'on partage de nouvelles choses». Donc de créer de nouveaux souvenirs pour, «continuer» entre guillemets ou en tout cas reprendre la relation, d'amitié qu'on a eue dans l'enfance, quoi. Si on reprend la question, qui se pose dans cet épisode, que faire, des amis d'enfance avec lesquels on ne partage plus rien? Dans ce cas de figure-là, la réponse, ce serait, bah, essayer de partager de nouvelles choses, en fait, quand on sent qu'il y a une possibilité et peut-être, être à l'initiative de nouvelles choses, même si c'est pas forcément évident d'être toujours la personne qui est à l'initiative de. Mais bon, là, encore une fois, c'est une histoire de se demander quelles sont nos limites, aussi. Oui, c'est ça, c'est se dire: «Bon, bah, s'il faut réinsuffler un peu de dynamisme dans notre relation, un peu un certain rythme, être un peu au clair avec soi-même, de se dire, bah, je sais pas, je prends l'initiative 5 fois d'affilée, mais si jamais je vois que il y a pas d'initiative en face, que l'intérêt est modéré et ben, peut-être de se dire: «Bah, j'ai tenté», mais accepter, hein, tu en parlais tout à l'heure, l'acceptation, accepter que, ben, peut-être, ça va pas continuer, en fait. Ça me fait penser à, une vidéo qu'une auditrice, nous a envoyée sur, Instagram, qui parlait du fait que, parfois, dans la trentaine, on peut se retrouver dans ce cercle vicieux. On consacre moins de temps à nos amitiés et du coup, quand on consacre du temps à nos amitiés et ben, les soirées qu'on passe avec nos amis, ça se résume à, faire un récap des dernières semaines ou des derniers mois et devoir s'actualiser un peu, bah, voilà, tout ce que tu as raté et moi, j'aime bien ces moments-là aussi. Mais que du coup, dans ces amitiés, parfois, on met vraiment au second plan, voire, on ne fait plus du tout de place, aux nouveaux moments et à la création de nouveaux souvenirs. Donc on passe notre temps à s'updater, en fait, et on fait plus rien d'autre ensemble. Et bah, c'est vrai que s'updater sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est marrant, mais comment est-ce qu'on fait alors pour continuer à se développer ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour continuer d'écrire notre relation, en fait? Et c'est super de pouvoir débriefer, mais on revient un petit peu à, cet écueil dont on a déjà parlé plusieurs fois, des relations féminines qui sont souvent beaucoup dans l'analyse de notre intériorité et qui n'exploitent pas les espaces extérieurs et qui ne font pas d'activités ensemble. Voilà. Voilà, pas de conclusion. Voilà, très bien. Complètement. Moi, il y a un autre écueil aussi auquel je pense un petit peu, c'est, vivre dans le souvenir. Alors attention, moi, je suis une personne très nostalgique en plus, donc il est pas du tout question de dire qu'on a toujours besoin de créer que du nouveau et de jamais, se remémorer le passé. Mais même si je pense que ça peut tout à fait être une dynamique, viable de relation, je trouve important de souligner que c'est assez limité et limitant. Par exemple, on peut difficilement créer de nouveaux souvenirs quand, les interactions principales qu'on a, elles sont autour des souvenirs, de la nostalgie, de: «Ah, tu te souviens?» Mais ça peut être tout à fait OK aussi d'avoir ces relations-là et de se dire c'est un peu la personne. Dès que je croise une vidéo sur ce sujet-là, bah, je vais aller l'envoyer à tel ami parce que justement avec tel ami, on tourne beaucoup dans tu te souviens et ça peut être sur 3 thèmes seulement,
Mais si je croise une vidéo sur le sujet, évidemment que je vais lui envoyer. C'est aussi une forme de relation. C'est juste une relation qui est peut-être pas présente de la même manière au quotidien que mon ami de poche ou que d'autres amis avec lesquels je discute de plus que les souvenirs. Ça me fait penser à une amie d'enfance avec laquelle, on s'envoie parfois, voilà, un message par-ci par-là. Par exemple, quand, la Star Academy a repris, c'est une personne à qui j'ai envoyé un message le soir du premier prime pour lui demander si elle regardait aussi. Parce que, bah, quand on était petite, on parlait beaucoup de la Star Academy, elle et moi. Effectivement, ça ne nourrira plus vraiment, notre relation au sens de, ben, on va plus rien créer vraiment de nouveau, elle et moi, quoique, on pourra revenir dessus, un peu plus tard. La suite va vous surprendre. Mais, je crois aussi que pour moi, c'est une manière de reconnaître ce qu'on a eu et l'importance de ce qu'on a eu. Penser à elle, c'est une chose, mais lui dire: «J'ai pensé à toi parce que ceci», c'est une manière de lui dire: «Tu as été importante pour moi et cette importance-là, je la reconnais toujours et ça te rend toujours chère à mes yeux», même si maintenant on se connaît plus, en fait. Je trouve ça vraiment trop mignon et trop chouette la manière dont on parle et c'est vrai et de la même manière que, on peut être OK avec le fait qu'une relation, soit principalement basée sur la nostalgie et des échanges autour de ça et ben, peut-être qu'on peut aussi arriver, pas nécessairement facilement, hein, mais on peut être OK aussi avec le fait qu'une amitié nouée dans l'enfance, elle s'arrête sans nécessairement que ce soit parce qu'il y a eu, vraiment une volonté de la part d'un côté ou de l'autre de dire: «Bon, bah, on s'arrête là», mais par exemple, on a fait tout un épisode sur les relations unilatérales et j'en parlais tout à l'heure quand je disais: «Bon, bah, mettre les limites de, combien de fois est-ce que je suis prête à prendre l'initiative jusqu'à ce que ça me pompe l'air?» S'il y a pas de retour en face, on peut être aussi OK avec le fait que si on arrête de contacter la personne et bah, ça s'étiole parce que toutes les relations ne sont pas nécessairement faites pour durer et Céline, tu le disais tout à l'heure, ça enlève rien à tout ce qu'on a vécu, à quel point c'était fort, à quel point c'était chouette, à quel point ça nous a apporté, voire impacté dans le sens, à quel point ça nous a formés et ça enlève pas la beauté de la relation, même si on est bien d'accord que c'est pas facile de faire le deuil d'une relation qui a été et qui n'est plus. Bien sûr qu'on aurait aimé que ça dure. Parfois, pas toujours, hein. Mais visiblement, si on est agacé par le fait d'être seul à nourrir tout le temps cette relation, faut bien se rendre compte que, ben, donc ça ne dure pas de la manière dont on l'aurait souhaité. Donc peut-être que c'est déjà le signe que une chose est terminée. Et est-ce qu'on continue de s'accrocher à un truc qui est pas comme avant et voilà, parce que perdre cette personne, c'est pire, ou bien est-ce que, comme tu viens de le dire, bah, on arrête quoi, on arrête les frais et puis, mais je crois qu'il y a vraiment cette histoire d'acceptation du changement, qui est pour moi un énorme sujet parce que je déteste le changement dans les relations, en fait, ça me terrorise et ouais, du coup, je me sens assez, concernée par ce sujet et là, je balance des grands, «il faut», se demander, «c'est bien de se poser la question», mais on a bien sûr conscience que c'est vraiment pas toujours si facile et je dis ça d'une voix un peu tremblotante, mais c'est ouais, c'est parfois dur de se dire: «Bah, en fait, ce qui m'embête là maintenant, c'est le changement». Accepter déjà que les choses ont changé avant de se dire: «Bon, bah, comment est-ce que je peux me positionner par rapport à ça?» avant d'être dans le faire, en fait, se laisser le temps, hein, C'est sûr que dans la théorie, c'est vachement bien, ce que tu dis, les «il faut» et tout, mais en vrai, en vrai, c'est rude et ça peut vraiment prendre beaucoup de temps d'accepter que la relation a changé et qu'elle redeviendra pas ce qu'elle a été. Il y a aussi à côté de ça cette idée que, bah, parfois, on s'accroche à un lien qui a changé, qui n'est plus le même qu'avant, parce que, rompre ce lien, c'est trop dur. Ça revient un peu à la question de la loyauté, mais là, je crois qu'on va un petit peu plus loin. Parfois, c'est trop dur, c'est vraiment un peu irrationnel, c'est que on peut regretter que ce ne soit plus pareil, que les choses ne soient plus pareilles. Mais le fait que les choses ne soient plus pareilles et qu'on en ait conscience, c'est pas forcément incompatible avec le fait de rester en contact. Parfois, on ressent une douleur de plus partager grand-chose, de plus trop bien se comprendre. Mais parfois, on aime tellement la personne ou bien ce qu'on s'est apporté mutuellement, la signification que notre relation a pu avoir,
que, bah, du coup, on a envie de rester en contact malgré tout ça. Je développe un exemple, assez abondamment dans notre épisode, sur, les relations unilatérales et je parle d'une personne qui est très chère à mon cœur, mais avec laquelle, bah, j'ai une relation, en fait, à sens unique et j'ai accepté ça et je préfère avoir une relation à sens unique avec cette personne que, perdre cette personne. C'est peut-être symbolique, peu importe, mais notre relation, elle a vraiment trop d'importance à mes yeux et je crois aussi que, il peut être intéressant de se réconcilier avec ça. Ouais, parfois on a conscience du fait que, ben, cette relation est pas très rationnelle, mais, est-ce qu'on est obligé d'être toujours rationnel dans nos relations? Quand ça a pas un impact, quotidien et ma foi. Oui, puis c'est toujours une question de limite. Genre, si tu es OK avec ça, si toi tes limites se trouvent ailleurs ou plus loin ou différemment, tant que tu respectes tes propres limites, je pense que c'est OK. Bah, là, on vient de parler surtout de situations où, on est toujours en contact avec ses amis d'enfance, mais dans cette question qui est le titre de nos épisodes, que faire de nos amis d'enfance avec lesquels, on ne partage plus rien? Il peut y avoir aussi cette idée que, bah, parfois on s'est perdu de vue. On ne partage plus rien au sens de on partage vraiment plus rien. C'est pas seulement, une histoire de vie différente, de valeurs différentes ou je ne sais quoi. C'est que parfois, vraiment, en pratique, notre relation n'est plus du tout nourrie, on a perdu contact, elle s'est étiolée ou elle s'est rompue et peut-être que certaines, personnes qui nous écoutent, sont là parce qu'elles aimeraient savoir comment est-ce qu'elles pourraient éventuellement reprendre contact, en fait? Est-ce que ça se fait? Quelles seraient des bonnes raisons de reprendre contact, ou pas? Donc on n'a pas la prétention, de faire, la hotline, du cœur et et de donner, maintenant, tout un tas de tips, de voilà, comment reprendre contact avec quelqu'un. Mais je pense que c'est une question quand même qui est intéressante à se poser. Ouais, je suis d'accord. Mais en effet, c'est pas un tuto, reprenez contact avec vos amis d'enfance. On n'a pas cette prétention. Mais peut-être qu'on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut reprendre contact? Qu'est-ce qu'on attend en fait de l'échange qui, si tout se passe bien, qui va s'en suivre? Est-ce que c'est juste justement un peu de nostalgie? Est-ce qu'on a vraiment envie de retrouver cette personne dans nos vies et peut-être prendre le temps un peu de réfléchir à ça, ouais, pour aussi être un peu au clair avec nos attentes et d'éventuelles déceptions qui peuvent en découler. Je l'ai dit, je le redis et je le redirai. Moi, je pense qu'il faut accepter qu'il y a des grandes chances qu'on trouve une nouvelle personne. Surtout si c'est justement une personne avec laquelle on n'avait plus du tout de contact. Donc on ne sait pas en fait de quoi, a été faite, sa vie ces dernières années, et comment est-ce que ça l'a influencée, quelle personne elle est devenue. Donc être aussi au fait que, ben, on va probablement trouver une nouvelle personne et justement, en fait, ça peut aussi être, décisif dans le sens: «Ah mais j'ai encore plus envie de réapprendre à connaître cette nouvelle personne» et aussi, ben, on peut aussi se demander peut-être pourquoi est-ce qu'on s'est perdu? Et hem et ouais, ben, ouais, globalement, tu as tout dit, quoi. Mais juste non, non, Merci. cette question cette question ah, oh, on arrête de rire. Cette question de trouver une nouvelle personne, si vous avez envie de la creuser un petit peu plus, on en a pas mal parlé dans l'épisode sur, les amis retrouvés, où on a bien développé, je pense, la question des attentes, des déceptions et de rencontrer, une nouvelle personne ou avoir, en fait, envie de juste retrouver, notre ami d'enfance. Mais on peut aussi décider tout simplement d'en faire une sorte de relation de nostalgie, comme celle dont on parlait tout à l'heure où, ben, juste de temps en temps, on s'envoie un souvenir. Ça peut parfois suffire, en fait. Et là, tu parlais de se poser la question de pourquoi on s'est perdu et je pense que c'est une question aussi qu'on peut creuser. Qu'est-ce que j'ai écrit? Peut-être que l'autre nous en veut. Ah oui. Oui. Effectivement, je crois que si on reprend contact, il peut être intéressant de confronter, à un moment donné, peut-être pas tout de suite au moment où on reprend contact, mais de confronter notre, perception des raisons pour lesquelles on s'est perdu de vue. Je pense à une situation dans laquelle j'ai retrouvé une amie que j'avais perdue de vue, une amie de longue date et on a pas mal papoté et puis à un moment donné, on a quand même pris le temps de discuter des, raisons pour lesquelles on s'était ghosté, parce que c'est comme ça que notre relation s'était terminée. Est-ce qu'on avait toutes les 2 le sentiment
qu'on s'était ghosté ou est-ce qu'on avait plus un sentiment peut-être d'un conflit? Nous, on a une perception des choses, mais on n'a parfois aucune idée de ce que l'autre a comme perception de la fin de notre relation et une relation qui, pour nous, s'est étiolée naturellement, a peut-être causé de la souffrance à la personne qui est en face de nous. Ça se trouve, elle a eu le sentiment, elle, de nourrir la relation de manière unilatérale. Peut-être qu'elle a lâché l'affaire. Peut-être qu'en fait, on a ghosté sans s'en rendre compte. Ou peut-être tout simplement que nous, on s'en fait une montagne et que l'autre va être là, genre, bah non, je crois juste qu'on a pris des chemins de vie différents. Et donc, je crois que ça peut être intéressant déjà de se demander, ben, pourquoi, enfin, quelle est notre impression à nous? Et puis, à un moment donné, si l'occasion s'y prête, en fait, demander à l'autre directement. Enfin, nous, ce qu'on avait fait avec mon amie, c'était vraiment assez simple, en fait. L'une de nous deux, je saurais plus dire laquelle, à un moment, a dit, bah, tu sais quoi, je réfléchissais aux raisons pour lesquelles on s'était un petit peu perdu de vue et j'arrive même pas bien à remettre le doigt dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et puis voilà, c'était aussi simple que ça et franchement, c'était hyper enrichissant comme conversation. Mais après, c'est vrai que là, on est déjà en train de parler de, bah, avoir repris contact avec quelqu'un, mais une question qui peut aussi se poser une fois qu'on a fait un peu d'introspection, c'est comment reprendre contact? Est-ce que, tu des petites, idées toi, Claire? Alors, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. On a un petit peu exploré le truc, dans l'épisode sur le ghosting notamment. Enfin, je ris, mais je ris pas, hein. Non, non, t'inquiète. Non, mais même au-delà du ghosting, moi, je suis vraiment du genre à recontacter les gens et dire: «Hey coucou, tu te souviens?» Donc j'ai pas mal d'expérience. En général, toujours bien de donner un petit peu de contexte parce qu'entre, vous vous êtes mariés, vous avez changé de nom de famille, vous avez eu un relooking, ou un glow up comme disent les jeunes, assez marquant. Bref, on ou alors, d sur votre photo de profil, vous êtes de dos, de loin dans le noir en train de faire une randonnée en montagne. Bref, et il faut aider un peu la personne que vous contactez à vous recontextualiser, d'accord? Donc une petite phrase qui rappelle un peu genre, je sais pas, vous étiez à l'école ensemble, vous étiez à une activité ensemble, vous avez vécu un séjour de vacances ensemble, bref, toujours un peu un petit détail quoi et puis, ça dépend un peu ce qui initie le contact. Si c'est juste pour avoir des nouvelles ou se demander, bah, je sais pas, je me demandais ce que tu devenais, ça peut être pas mal et sinon, ben, juste dire, bah, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu, tel truc, ça m'a fait penser à ça. Alors ça ouvre moins la conversation, mais du coup, il y a peut-être aussi moins d'attente, tu vois? Il y a aussi moins de pression à répondre parce que, et ben, peut-être que, vous aurez pas de réponse et ça veut pas nécessairement dire que la personne vous ghoste. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quelle vie a la personne aujourd'hui, on ne connaît pas non plus aussi son rapport aux réseaux sociaux, car souvent c'est là qu'on se recontacte. Donc ça se trouve, c'est une personne qui est pas du tout branchée portable, pas du tout branchée message, qui ouvre, LinkedIn, Instagram, TikTok et compagnie une fois tous les 3 mois. Idéalement, pour se mettre dans les meilleures dispositions, c'est bien d'être, aussi OK avec le fait que peut-être vous aurez pas nécessairement de réponse et qu'en fait, vous le faites aussi pour vous, parce que vous avez envie d'établir ce contact, d'envoyer ce message, mais peut-être qu'il y aura rien et ben, vous serez quand même un petit peu satisfait parce que vous aurez exprimé ce que vous aviez envie d'exprimer, quoi. C'est peut-être bien de se demander aussi ce qu'on attend de cette relation. Là, ce que tu étais en train de dire, ça m'a fait penser au fait que j'ai fait ça très récemment, en fait. J'ai repris contact avec une personne, qui fait vraiment partie de ma tendre enfance et avec laquelle j'ai complètement, perdu contact. Je vais pas donner beaucoup de contexte, ceci dit, mais j'ai posé la question, j'ai eu le message sous les yeux qui était, «Bonjour bidule, je ne sais pas si tu te souviens de moi?» Toujours un bon démarrage, ça. Je repensais à toi récemment et j'ai eu envie de reprendre contact, de savoir comment tu vas et si la vie t'est douce. Et dans ce message, ce que je trouve pas trop mal, c'est que j'exprime pas des attentes absolues de j'ai envie de savoir toute ta vie, update-moi. C'est assez large pour qu'elle puisse me dire ce qu'elle a envie de sa vie parce qu'en fait, ça fait vraiment des dizaines d'années qu'on s'est pas parlé. Je pourrais complètement comprendre qu'elle ait pas envie de déballer tout son historique en fait. Mais avant d'envoyer ce message, j'avais quand même pris le temps de me demander si, j'avais envie qu'on se revoie, si j'avais envie qu'on reprenne contact régulier ou si juste j'avais envie de savoir là maintenant comment elle va et juste d'envoyer ce message auquel je pensais de temps en temps. J'aurais quand même été déçue si elle m'avait pas répondu, hein, je dois dire. Elle m'a répondu et j'ai eu de ses nouvelles. On s'est échangé des messages pendant 2-3 jours juste pour, se donner des nouvelles de nos vies en fait, assez basées sur comment on va
finalement, comment on se sent, qu'est-ce qui nous rend heureuse ou pas trop. Et puis ensuite, plus rien. Et je suis vraiment OK avec ça parce qu'en fait, je suis juste contente de savoir que, ben, je sais pas, elle fait sa vie, tu vois? Et il y a pas besoin qu'elle rentre de nouveau dans la mienne. Mais je peux imaginer qu'à une autre époque de ma vie, j'aurais repris contact avec elle en ayant envie qu'on se revoie et de renouer une amitié ou je sais pas quoi. Et puis là, ça aurait mené à des grosses déceptions, je pense. Déjà, je trouve ton message trop mimes. Je trouve que c'est une bonne manière de prendre des nouvelles sans trop mettre la pression et avec un peu de douceur, justement. Et oui, clairement, bon, moi là, j'ai parlé de messages, mais c'est sûr qu'on peut aussi se dire, ben, on se voit. Moi, ce que j'aime bien avec le message, c'est que ça enlève un peu de la pression. C'est-à-dire que la personne répond si elle a envie, quand elle a envie. Enfin, quand vous voyez directement, c'est tout de suite très frontal, quoi. Pas trop d'échappatoire et ça peut devenir un petit peu gênant si en fait, le flow de conversation n'est plus là. Tu dis genre: «Bon, bah, on s'est updaté sur nos vies en un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Personnellement, je trouve ça un petit peu plus agréable par message, mais à côté de ça, se voir directement, ça peut aussi être l'occasion de constater qu'en fait, ce lien, ce flow, il est toujours là et ça fait vraiment super plaisir. J'ai une amie que j'ai pas vue pendant 7 ans et on s'écrivait pas trop, on se suivait vaguement sur les réseaux, mais on n'échangeait pas et puis nous, on a choisi de se revoir directement et ça faisait vraiment du bien, c'était tout doux pour le cœur de s'apercevoir qu'en fait, rien n'avait «changé» entre guillemets dans notre manière d'échanger et c'était vraiment super. Donc ça peut aussi faire un vrai côté un peu chaud. Un peu chaud doudou? Oui, voilà, exactement. Et à ce propos, tout notre échange là, ça m'a fait penser à cette phrase qui est justement le sujet dont je veux parler là. Qu'on prend bien ou pas, qu'on prononce en général très spontanément: «Tu as pas changé!» Donc je vois de quel côté tu te positionnes. Non, 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 moi je me positionne d'aucun côté, mais je connais ta marotte sur, accepter de le changement de personne et ne pas cristalliser les gens dans une image qu'on a eu d'eux à une époque. Donc c'est juste ça qui me fait devancer et qui me fait faire: Et en même temps, j'apporte un peu de nuance à mon positionnement parce que ça dépend vraiment beaucoup de qui le prononce et de la perspective un petit peu de cette personne. Parce que je l'ai aussi eu là récemment, j'ai une personne qui m'a dit: «Ah, tu pas changé» et en fait, bon, je suis pas dans la tête de cette personne, mais j'ai lu en tout cas dans cette déclaration un peu le côté, justement tout le souvenir qui tous les souvenirs que ça convoquait et toutes les émotions positives qui étaient associées aussi un petit peu comme quelque chose de stable de ah, dans ce monde changeant, horrible et qui nous malmène, ça fait tellement de bien de voir que tu es restée toi-même, tu es restée la personne que j'aimais, quand on était encore, quotidiennement en contact, quoi. Donc bien sûr que je reste, sur mon point de vue de, il faut accepter que les gens puissent changer et ne pas les voir uniquement à travers un prisme, mais j'ai pas la phrase «tu pas changé» en horreur. Ça dépend vraiment beaucoup de comment c'est prononcé, avec quelle intention derrière. «Oui» et puis, quand on est la personne qui prononce cette phrase, on peut pas savoir si, la personne à qui on vers qui on la dirige apprécie ou renie ou est encore fidèle à cette, image qu'elle-même se fait de l'époque où on s'est connus, tu vois? C'est-à-dire que, j'imagine, une situation fictive d'une personne que j'ai connue dans une situation où vraiment, quand je repense à moi de cette époque, je peux pas blairer la personne que j'étais. Si cette personne me dit: «Tu pas changé», ça va être aussi douloureux, en fait, pour moi, donc je comprends quand même les précautions à prendre avec cette phrase, mais c'est vrai que je te rejoins aussi sur la tendresse qu'elle peut contenir. Par là, j'entends aussi un peu, ben, c'est toujours simple de lier avec toi. Plus que c'est toi qui a pas changé, c'est en fait quelque part un peu notre contact qui a pas changé, je crois. Et quelque part entre reprendre contact à l'aide, d'un message et puis se voir directement, dans les mois qui viennent, j'ai, une expérience qui, je pense, va être assez intéressante. Puisque l'amie dont je parlais tout à l'heure, l'amie de Star Academy là, je vais la revoir dans quelques mois, parce que, elle m'a justement envoyé un message pour me dire que Laurie faisait une nouvelle, tournée et qu'elle, elle avait pris des places. Moi, j'ai également pris des places et donc on n'a pas prévu d'aller à ce concert ensemble. Après coup, je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion, en fait, de se retrouver un petit peu avant le concert ou
éventuellement de passer un temps de ce concert ensemble. Et là, je trouve ça assez sécurisant en fait comme situation parce qu'elle va aller à ce concert avec une amie. Moi, je vais y aller aussi avec une personne et il y a des chances qu'on se retrouve et en fait, ça va permettre de créer du lien autour d'un souvenir commun, mais on n'est pas là, à se regarder dans le blanc des yeux autour, d'un café, à se rendre compte que c'est plus comme avant. On parlait tout à l'heure d'accepter que certaines relations, soient nourries par, la nostalgie. Est-ce qu'on est OK avec ça ou pas? Est-ce que ça nous suffit ou pas? Et je crois que, là, c'est un cas un petit peu comme ça où je me dis: «Ben, cette relation-là, je tiens à ce qu'on avait dans le passé. Il y a rien qui fait que, on a coupé les ponts. C'est juste que la vie nous a emmenés, dans d'autres endroits et je trouve ça trop chouette d'avoir des espaces, dans lesquels nos vies peuvent se recroiser, même si ces espaces sont profondément liés au passé et en même temps, on va quand même créer un nouveau souvenir puisqu'on va se retrouver donc, dans ce concert, tu vois? Et je sais pas où ça va nous mener, j'ai pas d'attente. Moi, tout ce que je veux, c'est revivre, un pan de mon enfance pendant ce concert. Mais, je crois que c'est un exemple, en fait, qui rejoint pas mal de sujets qu'on a abordés dans cet épisode et je dis pas qu'il faut aller, à des concerts avec, tous les amis d'enfance, Non, c'est mais vrai je ce que pense tu que dis. c'est Elle est au concert de Laurie, en fait. c'est ça, aller au concert de Laurie avec vos amis d'enfance, c'est tout. Exactement. Désolée, je voulais pas te couper, mais c'était dur. Bref. Mais je pense que ça peut être chouette de trouver, des espaces comme ça qui sont un peu festifs et en même temps qui font pas trop peur et dans lesquels on mise pas non plus, énormément. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.